Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Anne-Marie Lolland, Dire, Le retour au territoire 2018. Jean-François TETU, Le récit médiatique et le temps, Accélération, forme, rupture 2018. Alain KYINDOU, Noble Akam et Étienne DAMOME, Objets connectés et développement intelligent 2018. Dr Nawel CHAOUNI, fan des séries télévisées sur les réseaux sociaux numériques, RSN 2018. Maude Pélissier et Nicolas Pélissier Dire, Métamorphose numérique. Art, culture et communication 2017. Nicolas Oliveri, Manuel Espinoza, Christelle WATYVIAROUGE, La création de contenu au cœur de la stratégie de communication, storytelling, brand content, inbound marketing, 2017. Audrey Alves et Marik Stein Dire, Les mots. Espace de renouveau du journalisme littéraire, 2017. Introduction. Les technologies numériques n'ont cessé de bouleverser le monde, et mieux encore, elles étendent leur impact dans des domaines toujours plus vastes. La technique est donc une dimension fondamentale où se joue la transformation du monde. Après s'être longtemps émerveillé sur les machines, on en arrive à les humaniser en leur prêtant des attributs autrefois réservés à l'homme. Comme pour enfoncer le clou, Sophia, un robot humanoïde, a récemment acquis la citoyenneté saoudienne. Prenant la mesure du phénomène, la Commission européenne travaille sur le concept de personne électronique, qui viendrait s'ajouter aux personnes physiques et aux personnes morales en termes de droits et devoirs. Il s'agirait du même principe que celui dont nous disposons actuellement pour les entreprises. Ce qui est certain, c'est que les machines deviennent de plus en plus intelligentes, et amènent à repenser les rapports homme-machine. Cependant, passer d'une logique d'intelligence artificielle à une logique de personne électronique n'est pas sans conséquence, notamment sur la façon de nous représenter le monde. Nous voici donc avec une problématique qui mérite une approche holistique, c'est-à-dire un décloisonnement disciplinaire voire une décentration. Cela équivaut à interpeller à la fois les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales en les incitant à croiser leurs regards, à échanger leurs certitudes, leurs doutes et à partager leurs ambitions. Notre ouvrage tente de répondre à une question essentielle. En quoi les machines intelligentes sont-elles des objets fondamentaux de la communication pour le développement et pour le développement tout court? Notre approche se base bien entendu sur l'analyse des expériences antérieures, mais aussi sur des avis d'experts. Quand on parle d'intelligence artificielle, IA, on aborde généralement le sujet sous un angle purement technique ou sur une comparaison de l'intelligence des machines avec celle de l'homme. Notre perspective se veut différente, parce que communicationnelle. Pour nous, l'intelligence artificielle génère un être à vivre ensemble tout comme elle est un appui remarquable aux techniques et systèmes de communication. Il faut donc appréhender l'intelligence artificielle comme un vecteur à la fois de transformation des relations sociales entre les structures du pouvoir et les gouvernés, mais aussi comme un outil pour penser et se représenter le monde. Il est donc opportun de penser une nouvelle écologie, autrement dit une collectivité où tous les éléments seraient en interactivité complexe, un environnement où se propagent des représentations, où les règles de sociabilité seraient modifiées par l'introduction de nouveaux acteurs intelligents, un monde où les organisations seraient soumises à de profonds bouleversements.
C'est de ces changements que les pays en développement PED se doivent de tirer leur épingle du jeu, et c'est ce que nous appelons l'e-développement. La problématique de la cohabitation avec les êtres artificiels peut se poser différemment en fonction des cultures et de ce fait, la dimension culturelle est plus que fondamentale. En effet, dans la plupart des pays en développement, la problématique de l'humain et du non-humain ne se pose pas de la même manière. La majorité des cultures d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine confèrent aux plantes et aux animaux une âme. Des statues, des masques, des instruments de musique peuvent également bénéficier de cette considération. L'humain n'est donc ni sacralisé ni déifié. Il est évident qu'aucune machine ne peut prétendre à l'égalité avec l'humain. Autrement dit, la machine ne doit ni se substituer à lui, ni le supplanter. Georges Canguilhem, 1993, explique d'ailleurs que les machines ne peuvent que vérifier des normes rationnelles d'identité, de constance et de prévision tandis que les êtres vivants, eux, sont capables d'improvisation. L'homme ne se réduit ni à l'intelligence ni à son cerveau. Il est aussi affectivité, créativité, passion, amour, imagination. Pourtant, les regards sont braqués vers cette intelligence qui émerveille et ouvre la voie à l'imagination. Il convient donc de réintroduire dans ce débat la notion de sagesse, la sagesse humaine. Elle se réfère au jugement, au bon sens, à la prudence, au savoir, à la science, à la philosophie, à la raison, à la modération dans les désirs. Notre erreur est de toujours miser sur l'intelligence, oubliant de ce fait cette substance enfouie au plus profond de nous. L'intelligence n'est pas un comportement stéréotypé sans capacité d'invention, ni un automatisme non réfléchi. L'intelligence représente la fonction par laquelle l'homme a toujours essayé de se définir dans l'échelle des êtres, c'est-à-dire de se situer par rapport à son inférieur, l'animal, et par rapport à son supérieur, la divinité. Blanquet, 1994, page 11. Comme le dit un proverbe africain, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. La tradition africaine nous invite à comprendre à travers l'éducation et l'enseignement qu'elle propose, que la vie est unité. Elle est unité parce que tout est lié, interdépendant et interagissant. Cette unité tire son fondement de 3 notions fondamentales: équilibre, échange et interdépendance. La notion la plus significative dans le cadre du nouveau monde robotisé est celle de l'équilibre du monde qui ne saurait à aucun prix être perturbé. Ubuntu, Ubuntu, Umuntu, Kimuntu est la synthèse de ces 3 éléments. C'est une vision africaine de la vie et du travail, basée sur le lien et le partage entre les humains. Elle considère que l'homme ne peut être saisi isolément. Une personne est ce qu'elle est à travers les autres et pour les autres. C'est avant tout un esprit de partage et de collaboration entre les individus, dans la réalisation d'un but collectif. L'Ubuntu ou Kimuntu met en avant le désir de réconciliation, ce qui ne peut se réaliser sans prendre en considération l'humanité bien sûr des victimes, mais aussi de leurs bourreaux. Il n'y a donc pas de victoire si elle n'est pas celle de tous. Cette vision est d'ailleurs partagée en Asie où l'individu n'existe que par rapport à sa famille, d'abord, puis au groupe social, que ce soit dans son travail ou dans sa communauté. Au-delà de cette sociabilité particulière, l'homme est par essence un être sensible. Ce n'est pas l'intelligence qui constitue le propre de l'homme, mais la sensibilité, l'émotion et les passions. Pourquoi parler des pays en développement et d'intelligence artificielle ? La question de l'intelligence artificielle, IA, dans les pays en développement suscite de nombreuses réactions. Beaucoup font remarquer qu'ils ont des besoins basiques non satisfaits à prioriser, et que les technologies de base sont insuffisamment maîtrisées pour passer à des approches plus complexes. Nous considérons que tout est lié, et qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'attendre de résoudre tous les problèmes du sous-développement. L'intelligence artificielle n'est donc pas un luxe réservé aux pays développés, elle est un outil du développement, un levier important dans la résolution des problèmes et dans l'élaboration des stratégies y afférentes. Au-delà de la prouesse technique, il s'agit de se l'approprier et mieux, de penser la cohabitation avec ces nouveaux compagnons de vie que sont les robots intelligents. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu d'intelligence dans les pays en développement. De nombreux exemples mettent en lumière l'intelligence spatiale, organisationnelle, linguistique, les Dogons par exemple,
ont eu très tôt des connaissances astrologiques. Figure 1, Sage Dogon. Source https://commons.wikimedia.org/wiki/fil2.songo-bas04.jpg. Il savait, depuis des millénaires, que Sirius a 2 autres étoiles satellites, ou autrement dit 2 étoiles sœurs qui l'accompagnent, et c'est grâce à ces étoiles qu'ils organisent leur calendrier agricole. De nombreuses cultures des pays en développement se sont également illustrées dans leur capacité à s'organiser et à faire passer l'intérêt commun à l'intérêt individuel. Cette intelligence collective s'est souvent traduite par la solidarité, mais aussi et surtout par le sacrifice personnel au profit de la communauté. Quant à l'intelligence linguistique, au-delà de la capacité qu'elle confère à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens, elle est le fondement de beaucoup de sociétés. Convenons avec Gardner, 1983, que les intelligences sont multiples. Il s'agit simplement et principalement de les croiser, d'intégrer les intelligences nouvelles dans celles plus anciennes. Comment est-ce possible ? En ancrant l'intelligence artificielle dans les dispositifs sociaux et économiques préexistants, en puisant dans la sagesse, les connaissances ancestrales, en l'adaptant à la culture, mais une intelligence n'est réellement utile que si elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et à la sauvegarde de l'humanité. L'enjeu est trop important pour que les pays en développement s'en détournent. L'IA nécessite certes un investissement conséquent et des infrastructures appropriées, mais les pays du Sud ont déjà, sur le plan des technologies, fait la preuve de leur haute capacité d'adaptation et d'invention. L'appropriation du téléphone portable en est la plus parfaite illustration, Anate Kaposhichi Ki-Hindu Dir, 2015. Mais pour revenir à l'IA, on voit déjà, dans les pays en développement, une vague d'inventions souvent isolées mais utiles à la société. En Inde, la plateforme Kwe permet d'enregistrer et de partager des informations médicales. L'application mobile peut être connectée à une balance et un analyseur sanguin, ce qui permet à l'utilisateur d'observer l'évolution de sa santé. En effet, la plateforme génère par intelligence artificielle un compte-rendu quotidien qui peut être stocké et partagé avec un médecin. L'application offre d'autres services tels que la commande de médicaments et des propositions de coaching en ligne. Les entretiens menés dans quelques pays africains, latino-américains et asiatiques montrent que si pour certains, l'intelligence artificielle peut sembler futuriste et distante, pour beaucoup, elle est une opportunité d'affaires et de développement économique. Dans les pays en développement, une vague d'entrepreneurs du numérique et d'inventeurs n'hésite pas à rivaliser avec leurs homologues du Nord. En Amérique latine et en Asie, des expériences significatives sont déjà menées. Bradesco, Santander et Bancolombia sont des exemples de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie bancaire bien réussie. Elles utilisent des robots de service, sortes d'assistants virtuels pour répondre aux interrogations de leurs employés et clients en langage naturel. Un jeune Camerounais, Emar Bamal, a créé une application qui vise à simplifier le quotidien grâce à un service de géolocalisation unique. Shower permet de trouver des itinéraires, de détecter des offres d'emploi ainsi que de ne plus perdre de vue ses proches grâce à sa fonctionnalité de localisation en temps réel, avec ou sans GPS et avec ou sans connexion Internet. L'application qui fonctionne avec un smartphone permet également de localiser une boutique ou tout autre service et de partager des photos Grace au réseau social Shower. Les utilisateurs de téléphones classiques peuvent se contenter de la fonction SMS. L'accès au service est gratuit la première année et coûte 2000 FCFA par an à partir de l'année suivante. Emar Bamal espère atteindre 40 millions d'utilisateurs en 2018. Cette application permet de retrouver n'importe quel endroit, avec ou sans Internet, avec ou sans GPS. On a donc ici une application qui s'adapte très bien au contexte camerounais, voire africain, où le social occupe une place prépondérante. Citons aussi Enova Robotics, une société tunisienne qui conçoit et fabrique ses propres robots. Un de ses produits, Minilab, est un robot mobile d'une dizaine de kilos. Il peut naviguer de manière autonome ou télécommandée. Sa caméra lui permet de transmettre la vidéo en temps réel. Il intègre de nombreuses fonctions comme la localisation, la cartographie, la planification, la perception.
Sa capacité de charge est de 3 kg. Il peut être utilisé dans le domaine de la recherche, de la surveillance et la téléprésence. En Afrique du Sud, des chercheurs ont réussi à connecter un cerveau humain à Internet, une prouesse encore jamais réalisée auparavant. Le projet Brinternet entend faire du cerveau un élément connecté au web, grâce à un appareil relié à la tête du sujet. L'activité électrique du cerveau est enregistrée en se servant de l'électroencéphalographie. Les données collectées sont transmises à un programme informatique. Ce dernier renvoie les informations sur le site brinternet.me où chacun peut voir les activités du cerveau de la personne portant le casque émotif GG de l'équipe de chercheurs. À l'avenir, il pourrait y avoir des informations transférées dans les deux sens, entrée et sortie au cerveau. Mais ces exemples restent trop singuliers pour enclencher une dynamique générale. Une diversité des champs d'application. L'intelligence artificielle intervient dans plusieurs domaines aussi bien professionnels que privés. Certaines applications sont utiles dans le processus de gestion de fonds ou encore de sécurisation de données. D'autres agissent comme des systèmes experts d'aide au diagnostic ou à la résolution des problèmes. On les utilise dans la médecine où des robots médecins sont capables d'intervenir lors d'un acte chirurgical, dans la sécurité où ils aident à détecter des comportements suspects, dans l'éducation. Au Kenya, l'application de soutien scolaire Mshule permet aux enfants, par le biais de SMS, de réviser leurs leçons de maths et d'anglais. Les questions posées à l'élève sont conçues par un algorithme d'intelligence artificielle. Afin de toucher le maximum d'élèves, Claire Mongeau et Julie Otieno ont fait le choix de créer une application consultable sur un simple téléphone portable. Un enjeu économique. Selon Carlo Davila, 2018, analyste de International Data Corporation IDC, Pérou, d'ici à 2020, 10% de toutes les initiatives de transformation numérique et 60% de tous les efforts efficaces de l'Internet des objets seront soutenus par des capacités d'intelligence cognitive artificielle. Et il ajoute qu'en 2018, 50% des consommateurs interagissent avec des services basés sur l'apprentissage automatique, et en 2019 l'investissement mondial dans ce type de service devrait atteindre 31,3 milliards de dollars. Le cabinet d'analyse Tractica souligne quant à lui que le marché de l'intelligence artificielle pour les applications en entreprise est estimé à plus de 36 milliards de dollars d'ici à 2025 en IA, contre 643 millions de dollars en 2016, soit une évolution de plus de 50% par an. La Bank of America Merrill Lynch, PwC, 2018, ajoute que les ventes de robots et de solutions d'IA représenteraient près de 153 milliards de dollars par an d'ici à 2020, dont 83 milliards de dollars pour les robots et la robotique et 70 milliards de dollars pour les solutions d'analyse fondées sur l'IA. Ces chiffres montrent l'importance du marché et donc l'impact économique de l'IA. Pour les pays en développement, il s'agira de surfer sur cette nouvelle vague afin de dynamiser les économies. Si cet ouvrage nous amène à explorer les potentialités des machines intelligentes, il nous conduit aussi à les saisir sur un plan philosophique et stratégique. Notre ambition est modeste. Préciser ce que l'on sait aujourd'hui de la conjonction intelligence artificielle, développement, et cerner les conditions d'émergence d'un écosystème d'intelligence artificielle dans les pays en développement. L'ouvrage est divisé en 3 parties. La première revient sur les fondements et les spécificités de l'intelligence artificielle, de façon à mieux délimiter les contours de notre discours. La deuxième met en lumière la façon dont l'intelligence artificielle a été abordée en sciences humaines et sociales avec une nette focalisation sur les sciences de l'information et de la communication. Et la troisième relève les enjeux et pratiques de l'intelligence artificielle dans le cadre du développement. Plusieurs aspects sont ainsi analysés. La sécurité, la santé, l'éducation, l'économie, l'environnement. Cette étude a bénéficié des remarques et des suggestions de mes collègues Annie Barr, dont Anoma Nathalie, Gino Gramaccia. Je les remercie tout particulièrement comme certains doctorants de la chaire UNESCO, René Likasa-Foutou, Kossi Amessinou. Première partie, comprendre l'intelligence artificielle. Cette première partie tente de cerner la notion d'intelligence artificielle tout en rappelant ses caractéristiques, son fonctionnement et son histoire.
La question essentielle est celle de savoir si on peut dire d'une machine qu'elle est intelligente. Mais on peut aussi s'interroger sur la non-artificialité de l'homme, ce qui nous amène à discuter de la frontière naturelle-artificielle. Tout ceci aboutit à une réflexion sur ce qu'est ou pourrait être la société de l'intelligence, une société dans laquelle émergerait l'e-développement, un concept que nous avons forgé pour mettre en exergue le rapport de plus en plus marquant entre l'intelligence et les stratégies de développement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? La question de l'intelligence artificielle et le développement mérite d'être approchée sous plusieurs angles. Dans cette partie, nous essayerons par une approche conceptuelle de mieux saisir cette notion, de nous intéresser au débat qu'elle suscite, à son fonctionnement et à son histoire. L'intelligence, du latin intelligentsia qui signifie faculté de comprendre, désigne l'ensemble des facultés mentales permettant d'analyser des situations, de comprendre des choses ou des faits afin de faire des choix ou d'élargir ses connaissances. L'intelligence, au sens de contraire de bêtise, suppose que l'on soit capable de faire du sens avec du désordre ou de l'ordre avec de l'incertitude. Ce qui signifie savoir s'adapter, tirer profit du hasard, discerner un sens ambigu, voir des similitudes là où elles ne sont pas évidentes, déceler des corrélations entre différents éléments. La fonction première de l'intelligence est d'atteindre efficacement un but pour lequel il n'existe pas de solution donnée d'avance. Sous une forme plus développée et plus spéciale, l'intelligence a aussi pour fin de comprendre ou d'expliquer un phénomène ou une réalité quelconque, et elle se donne les moyens d'y parvenir. Pour Jean Piaget 1947, l'intelligence n'est pas une faculté mentale parmi d'autres, mais une modalité d'une fonction plus générale, l'adaptation. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'approche développementaliste de l'intelligence. Cette adaptation s'acquiert selon différentes formes ou structures. Ainsi, l'adaptation mentale est un prolongement de l'adaptation biologique. Si Piaget, Cite, envisage l'intelligence comme un processus de maturation individuelle, L. Vygotsky 2014 insiste sur son caractère social. Pour ce dernier, l'intelligence se développe comme un processus combiné entre développement organique et influence culturelle. C'est dans l'interaction avec les adultes que l'enfant acquiert les mécanismes mentaux supérieurs de la pensée. Le langage tient donc une place centrale dans ce processus d'apprentissage social. Howard Gardner, 1983, introduit la notion d'intelligence multiple. L'idée de base est que les personnes n'ont pas une intelligence globale qui peut être appliquée à toutes les sphères de leur vie, mais qu'elles développent différents types d'intelligence, ce que Gardner appelle les intelligences multiples. Il dénombre plus de 7 formes d'intelligence, linguistique, logico-mathématique, spatiale, musicale, corporelle kinesthésique, intrapersonnelle, interpersonnelle. Ibn Khaldoun 1863, quant à lui en distingue 3 branches, l'intelligence discernante ou tactique, par laquelle on déduit, l'intelligence expérimentale ou stratégique, qui s'acquiert par l'expérience et la logique, et l'intelligence scientifique ou politique, associée au savoir livresque. La notion d'intelligence peut être également perçue différemment en fonction des cultures. En Zambie par exemple, le concept de Nzelu signifie à la fois intelligence, Shenyela, et responsabilité, Tumikila. Ce qui nous ramène aussi bien à la rapidité cognitive et intellectuelle qu'à la responsabilité sociale. Chez les Luo au Kenya, l'intelligence se compose de 4 grands concepts. Riko, l'intelligence académique, Fluoro, qualité sociale comme le respect, la responsabilité et la considération, Paro, la pensée pratique, et Winjo, compréhension et aptitude cognitive. L'intelligence ne se limite donc pas au savoir académique. Elle intègre des notions de savoir-être, de connaissances pratiques et surtout de responsabilité. La notion de responsabilité sociale se fonde sur la reconnaissance du fait que la vie des individus en société entraîne des interdépendances, ce qui implique des obligations réciproques liées aux relations économiques, politiques et sociales qu'ils entretiennent mutuellement. Hans Jonas souligne d'ailleurs que le véritable objet de responsabilité est ici en fin de compte la réussite de l'entreprise collective. Jonas, 1990, page 135. Mais cette réussite est avant tout celle de l'homme à conserver son environnement et à assurer sa survie. Le monde est en danger, la vie sur Terre aussi, et c'est à l'homme par son intelligence de les sauver. Cette responsabilité se situe donc à l'opposé de l'obsession humaine de toujours modifier la nature
et par conséquent l'homme. L'homme augmenté apparaît de ce fait comme un défaut d'intelligence dans la mesure où la nature est un bien en soi. Elle n'a pas à être modifiée ou perfectionnée. Une question de responsabilité sociale. La responsabilité sociale, et par ricochet l'intelligence ne peut se départir de l'action, puisque c'est dans celle-ci que l'humanité peut protéger ce qu'il a de plus précieux. Ramenée aux pays en développement, l'intelligence s'envisage dans l'action et donc dans l'engagement. Chez les Jerma Songhai Niger, l'intelligence ou la cale apparaît comme un don des dieux dont on ne dispose qu'à partir de 7 ans. Conçue comme un don, l'intelligence ne s'acquiert pas puisque relevant de l'inné. En Afrique, la notion d'intelligence est souvent liée à la clairvoyance qui s'obtient grâce à la relation avec les divinités. L'homme intelligent n'est donc que le vecteur d'une intelligence qui le dépasse. Dans certains cas, ce stade est atteint avec l'aide de substances censées faciliter la communication avec les ancêtres, vrais détenteurs de l'intelligence. Cette intelligence est indissociable de la sagesse. Elle est encadrée par des sages avertis de ses bienfaits et de sa dangerosité. Mais si l'intelligence est un objectif majeur en Occident chez les Bantous, ce qui est primordial, c'est de renforcer la force vitale. Figure 2, guérisseur zimbabwéen. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/shona. Chez ces derniers, l'intelligence est collective dans la mesure où ce n'est pas moi en tant que personne qui suis intelligent, mais moi avec la communauté dont je suis membre, cette communauté intégrant bien entendu les acteurs visibles et invisibles. La notion d'intelligence est parfois liée à l'ascèse mentale, cette capacité à avoir l'esprit vide, qualité essentielle pour pouvoir se concentrer sur le présent, oubliant ainsi toutes les préoccupations. On est donc supposé extraire de sa pensée le passé, le futur, afin de rester entièrement présent dans l'action. La machine est dénuée de conscience. Afessa insiste sur le fait que la machine est dénuée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.